Les grands artistes. Il est aisé de penser qu'ils naviguent parfois en plein délire, voire même qu'ils côtoient de près les eaux troubles de la folie. Et par corollaire que les grands fous sécrètent en eux de remarquables ressources créatives. Ainsi, il est d'usage d'avancer l'idée que la digue séparant le génie de la folie est mince. Probablement que l'un ne peut exister sans l'autre, à l'instar de l'ombre et la lumière. Dans les deux cas, on s'émancipe des règles et de la raison qui brident d'une certaine manière l'ensemble des possibles. Il existe une figure connue de tous, illustrant parfaitement le lien existant entre génie et folie, le savant fou. C'est au XIXe siècle que naît l'archétype du savant fou, en réponse aux progrès considérables des sciences et techniques. Des progrès soudains qui amènent rapidement à penser qu'ils régleront tous les problèmes de la société, ou qu'ils la conduiront à sa perte. Les scientifiques sont alors représentés comme vertueux ou maléfiques, avisés ou fous. Une constante se dessine entre ces extrêmes, le génie, que le savant fou déploie dans la mise au point de technologies novatrices, créatives et décomplexées, à la pointe des connaissances de son époque. Sa folie, quant à elle, s'illustre par ses objectifs et son obsession pour ses recherches, auxquelles il voue un culte irrationnel, voire inquiétant. Si je vous parle ici de l'archétype du savant fou, c'est parce qu'il m'apparaît immédiatement en tête, lorsque je songe au designer Ingo Maurer. Lorsque l'on se plonge dans le travail d'Ingo Maurer, une première chose nous frappe d'emblée, sa nature excentrique. Il ne fait nul doute que la normalité est une notion inexistante dans le vocabulaire du designer. Très vite, on s'aperçoit que quelque chose cloche. Ses productions sont loin d'être familières à notre œil. Il détourne profondément les codes établis pour provoquer de vives réactions chez l'observateur alors confronté à ses troublantes curiosités. À la manière du savant fou créant ses chimères dans son laboratoire, il est animé par une vive obsession, celle de faire vivre la lumière. Tantôt bienveillant, tantôt sournois, il joue à créer le confort ou le malaise. C'est tout le génie de Maurer qui allie son profond talent à sa douce folie pour donner vie à d'étranges machines à éclairer. Opérant à l'aide d'un vocabulaire artistique singulier, parfois grotesque mais souvent poétique, cherchant à créer des expériences visuelles, à toucher votre âme. À présent, immisçons-nous dans le laboratoire du maître des Lumières, mais laissez-moi vous avertir, la visite ne laisse pas indifférent. Bien que le plus clair des créations d'Ingo Maurer fasse indéniablement penser aux élucubrations d'un savant fou cherchant à mener ses énigmatiques expériences, certaines poussent l'effet à son paroxysme. Par exemple, il est très facile d'imaginer la lampe Delirium posée sur la paillasse d'un sinistre laboratoire entourée de 1001 fioles de poison et autres flacons toxiques. Allumez-la et un vortex se créera au sein de ce cylindre lumineux rempli d'eau distillée comme par magie. La lumière provenant de la base sera réfléchie par un miroir finement disposé au sommet de la structure, se projetant ainsi au mur adjacent à la manière d'un périscope. De plus, le vortex créé via la rotation magnétique d'une pièce discrètement posée au fond du récipient sera scindé en deux par la présence d'une petite balle qui, aspirée vers le fond, tronquera la continuité du maelstrom. Et le plus étonnant, c'est que Delirium n'est qu'une version miniature du grand vortex aquatique créé par Ingo Maurer pour la cour intérieure du Cruiseren Hotel de Maastricht. Difficile de ne pas penser au repère machiavélique d'un antagoniste de James Bond en observant la suspension vapeur, qui donne l'impression que l'on s'apprête à être transpercé par quelques rayons mortels à l'issue d'un funeste compte à rebours. De même pour la collection future qui ressemble davantage à des armes futuristes qu'à des éclairages. Étant affublée de la technologie OLED, ces luminaires semblent tout droit provenir d'un film de science-fiction dans lequel elles feraient forcément partie de l'attirail du méchant au vu de leur aura maléfique. Le thème du savant fou est largement à l'honneur dans le cas de l'applique Dead Bulb Alive. À la manière du Dr Frankenstein, Ingo Maurer ramène une ampoule à la vie. En effet, comme son nom l'indique, l'ampoule morte vivante apparaît sous forme de silhouette holographique au bout d'un culot vide, comme si celle initialement en place avait explosé avant d'être remplacée par son propre fantôme. Dead Bulb Alive se révèle la version négative de l'applique Olonsky, qui fonctionne sur le même principe, à ceci près que cette dernière présente un hologramme d'ampoule normale, à l'inverse de la version zombie, qui apparaît entièrement noire. L'œuvre intitulée Mosquito mène la vie dure à une simple boule à thé, transformée en une menaçante source d'éclairage parée de tiges à la manière d'un système d'autodéfense. Le remplacement de l'ampoule s'effectue en actionnant le système initial de l'infuseur à thé, donnant accès à l'intérieur de la sphère.
Un système simple mais ingénieux à l'instar du système d'inclinaison du luminaire, qui consiste à déplacer la base le long de la tige principale reposant sur une petite boule en caoutchouc servant de pied. Ainsi pointée vers l'avant, davantage hostile, elle semble prête à vous attaquer. La lampe de table LED, quant à elle, présente un austère circuit imprimé affublé de 204 diodes électroluminescentes, qui semblent bricoler rapidement d'après une idée fulgurante, jaillie entre deux préparations de mixture. La pince maintenant grossièrement le circuit en haut de sa tige est largement responsable de cette impression d'urgence et d'expérimentation. Son aspect rigide et rudimentaire rend le tout très froid et impersonnel, appuyant l'effet prototype disgracieux de cette lampe à poser. Toujours dans le registre expérimental, on retrouve la lampe de table Hot, qui s'apparente à un curieux instrument de mesure scientifique d'outre-tombe, à la fois fascinant et menaçant. La lumière émanant de sa modeste source lumineuse est amplifiée par une lentille amovible permettant d'adapter le faisceau lumineux, rappelant les sombres expériences confrontant des fourmis à la lumière du soleil. La longue tige disposée à l'extrémité de la tête éclairante amène une sensation d'hostilité à l'ensemble, s'apparentant à une douloureuse aiguille prête à vous percer le corps. Bélénophobe, s'abstenir. D'autres productions semblent également tout droit sorties d'un machiavélique laboratoire, comme l'œuvre Seven Rats, présentant un amoncellement d'une quinzaine de cages contenant des figurines de rats de laboratoire, semblant attendre nerveusement de jouer leur rôle dans les funestes expériences d'un scientifique tordu. Ou bien la suspension E-Tool, évoquant une sorte de casque à lobotomiser. Son système de suspension la destinant à une basse altitude, l'amenant dangereusement proche de votre tête, supposément pour vous éclairer, peut-être pour vous formater le cortex cérébral. Ou encore le système Yayao, s'apparentant à un mécanisme servant des recherches qui dépassent les facultés de compréhension normales. Constituée d'éléments divers et variés, pendant nonchalamment en une suite énigmatique, elle est une machine singulière, tant fascinante qu'inquiétante. Si vous avez apprécié le caractère déroutant de ces œuvres, laissez-moi vous présenter une annexe du laboratoire, plus obscure encore. L'esprit insondable de ce manipulateur des lueurs offre parfois de terrifiants spectacles aux allures de cauchemar. Certains ne manquent pas de créer en moi un profond sentiment de malaise. Il n'est pas toujours aisé d'expliquer les raisons de l'incommodité que peut générer une œuvre. Il est possible qu'elle effleure du doigt, accidentellement ou à dessein, des angoisses profondément enfouies en nous. Si je vous montre l'œuvre Schlitz, peut-être ferez-vous partie de ceux qui resteront de marbre. Mais en ce qui me concerne, ces fentes si nettes qu'elles semblent incisées au scalpel me font froid dans le dos. Comme si tout à coup, le plafond se mettait à vous observer à travers des yeux diaboliques, d'un regard vide et insistant, absent de toute vie. Des yeux trop nombreux et disposés de manière trop asymétrique pour être humain, aux multiples pupilles. Peut-être étais-je trop jeune lorsque je vis pour la première fois l'apparition d'un Menos Grande, sorte d'entité fantomatique gigantesque issue du manga Bleach, fendant le ciel pour s'introduire sur Terre, laissant des cicatrices dans mon esprit à tout jamais. La gamme Luce volante est également affublée d'un genre d'œil démoniaque, regardant inlassablement en direction du sol. Cette dernière est cyclope, quand la suspension Golden Ribbon est multi-oculaire. Bien que séduisant, l'aspect doré de cette très longue suspension n'enlève rien à son effet troublant. Il est certain que l'effet de pareidolie poussant l'esprit à discerner des formes familières loin de leur contexte est largement responsable du désarroi créé par ces luminaires. La forme des fentes, très évocatrice de celle d'un œil, est de surcroît appuyée par un aspect bombé, suggérant la présence sous-jacente d'un globe oculaire recouvert d'une fine peau. Cette pareidolie qui vous donne l'impression de voir un individu menaçant la nuit lorsque vous observez votre porte-manteau est le moteur de l'œuvre Santa Maria della Luce. Outre le fait que le folklore religieux soit naturellement effrayant lorsqu'il est sorti de son contexte, cf. La pléthore de films d'horreur l'employant à outrance, l'impression de voir une silhouette fantomatique encapuchonnée ne laisse pas indifférent. L'aspect spectral est de surcroît amplifié par la lumière qu'émet l'objet, ramenant à l'esthétique luminescent et ectoplasmique de quelques poltergeists mal avisés souhaitant se faire passer pour un ange. Comment ne pas songer à l'univers énigmatique et horrifique des backrooms, sorte de lieux fictifs labyrinthiques et éminemment dangereux, en contemplant la collection Lutzi. Ces gants armés d'ampoules sont typiquement le genre d'objet que l'on pourrait croiser au détour d'un couloir à la tapisserie surannée. En effet, les scientifiques cherchant à explorer le dédale dans la fiction du youtubeur Ken Pixel en portent des similaires. Il me plaît d'imaginer que les créatures qui hantent les lieux s'amusent à disséminer les gants des malheureux chercheurs capturés dans le but d'attirer d'autres proies dans leur filet. Toutefois, l'objet se suffit à lui-même pour être effrayant. L'aspect familier du gant est immédiatement supplanté par la présence de ces ampoules, prolongeant les doigts de manière perturbante.
Et après les doigts, on retrouve le vocabulaire des membres dans le lampadaire Spire, constitué de longs tronçons à l'épaisseur décroissante, ponctués par des articulations à la manière d'un bras. L'objet n'est pas sans rappeler l'esthétique des mannequins, notamment de ceux qu'on utilise en dessin. Toutefois, le nombre d'articulations et de tronçons trop élevé pour faire référence au corps humain crée une dissonance inconfortable. Ce que l'on observe est à la fois familier et étrange. Il existe un terme allemand décrivant précisément ce sentiment, Unheimlich, un concept popularisé par le psychanalyste Sigmund Freud dans son essai Das Unheimliche, où il décrit le sentiment de malaise qui découle de la confrontation à des objets ou des situations qui semblent familiers mais qui, en même temps, sont déstabilisants ou perturbants. Personnellement, j'y vois un amalgame entre les jambes de la poupée canne à pêche et les pattes de la poupée araignée de Toy Story. À ce propos, parlons de la lampe Bibi Bibi. Il est très facile d'imaginer que cette œuvre sorte tout droit de l'horrible chambre de Sid, s'amusant à mutiler les jouets, créant des hybrides tous plus terrifiants les uns que les autres. Qui n'a pas fait de cauchemar étant enfant après avoir vu cette scène? Et pourtant, elle est bien signée Ingo Maurer. Le rapport entre les pattes de Volatile très réaliste, surplombées d'un abat-jour en guise de corps, arborant une simple plume pour représenter le cou et la tête, est immédiatement perturbant. Un seul mot peut suffire à la décrire. Unheimlich. Le luminaire suivant fait partie des luminaires que je préfère au monde et pourtant, il est loin d'être rassurant. The Flying Disc est un gigantesque disque de près de 2 mètres de diamètre en fibre de verre traversé par une longue tige en carbone qui projette de la lumière via l'anneau LED monté sur celle-ci. La lumière indirecte est dirigée vers le disque qui joue alors le rôle de diffuseur. En soi, la suspension n'a rien d'effrayant si l'on fait abstraction de cette longue et menaçante aiguille acérée pointée vers vous telle une épée de Damoclès, vous décourageant à vous asseoir en dessous d'elle. Elle vous propose sa lumière, mais également son lot de risques. Mieux vaut accrocher les filins correctement. De plus, sa dimension hors norme la rend très impressionnante, faisant d'elle un luminaire saisissant. Sa petite sœur, Ringle Peaswall, est une version en applique, sans le disque diffuseur, qui a des allures de baïonnette vous tenant perpétuellement en joue. Nous sommes face à un luminaire littéralement susceptible de vous blesser, peut-être même pire si vous êtes malchanceux. Troublant, à garder hors de portée des enfants. J'ai envie de conclure ce chapitre sur les œuvres à l'atmosphère anxiogène avec la suspension L'éclat joyeux que je trouve particulièrement dérangeante. Version alternative de la suspension Porca Miseria dont nous reparlerons, l'éclat joyeux se présente sous la forme d'une explosion figée dans le temps d'assiettes en porcelaine habitée par une multitude de têtes de Bouddha au sourire figé et plutôt malsain. J'ignore si l'intention de Maurer ici était de créer une œuvre agréable et amusante qui s'est accidentellement transformée en vision cauchemardesque, ou si le but premier était bien de créer le malaise en titrant l'objet de manière ironique. Toujours est-il que sur moi, l'effet est parfaitement négatif. Pour couronner le tout, les pointes occupant la partie extérieure de la suspension transmettent un sentiment de dangerosité étroitement lié à cette véritable armée de Bouddhas qui apparaissent bien plus menaçants qu'amicaux. L'objet est repoussant, certes, mais non moins captivant. C'est justement son ambivalence qui en fait selon moi une œuvre marquante et très représentative du travail de Maurer qui joue en permanence au funambule sur le fil du bon goût. Au travers de ces mystérieux objets éclairants, Ingo Maurer, véritable savant fou de l'éclairage, s'amuse à bousculer notre esprit tout en entretenant une forme de poésie et de légèreté. À la manière d'un chimiste cherchant inlassablement à mettre au point sa formule, le maître des lumières manie l'art du dosage avec brio. La réaction se produit et notre curiosité est piquée. Tantôt séduit, tantôt incommodé, notre œil se plaît à parcourir ces œuvres uniques en leur genre, riches en mystère et en impact visuel. Afin de parachever son univers singulier, Ingo Maurer sait également faire usage d'un vocabulaire fantasmagorique offrant des œuvres plus douces et oniriques et n'hésitant pas à faire référence à de grands artistes l'ayant largement inspiré. C'est ce que je me propose de vous montrer dans la prochaine vidéo.